moi j'étais très peureux par rapport à ce genre de choses. C'est-à-dire que t'as un CDI, etc. Le quitter pour l'inconnu, c'est pas mon tempérament là-bas. C'est vraiment pas mon tempérament. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Mehdi Maizi. Mehdi est journaliste rap et depuis 1 an, il anime l'émission La Sauce sur Au Calme Radio, la radio lancée par Booba. Longtemps rédacteur en chef adjoint à l'Abécédaire du son, auteur d'un livre sur le rap, Mehdi est un passionné de plus en plus reconnu dans le milieu. On évoque son parcours complètement atypique, de l'école de commerce à Au Calme Radio, en passant par l'audit et le conseil, de la décision de choisir sa passion et de l'importance de cultiver ses intérêts. Bon ok, on parle aussi pas mal de Booba. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou SoundCloud en cherchant Nouvelle École, ça m'aide énormément et bonne écoute. Bon bah du coup, salut Mehdi. Salut. Je suis donc avec Mehdi Maizi, tu fais plein de choses, t'es rédacteur en chef à l'Abécédaire du son. Plus vraiment maintenant. T'es plus maintenant. Je peux si tu veux que je me présente, si tu veux que je te dise ce que je fais. Parce que j'allais dire plein d'autres trucs, mais vas-y. Non mais vas-y, alors je te laisse la parole. J'allais dire que tu bosses aussi pour Deezer en ce moment. Exactement. Tu peux nous dire un peu ce que tu fais pour Deezer, juste rapidement? Ouais, bien sûr. Alors pour Deezer, en fait, je bosse sur tout l'édito rap et R&B, en fait. Donc pour Deezer, aussi bien en France, mais également Deezer Monde, en gros, grosso modo. Donc je gère ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les playlists, etc. Quel artiste on met en avant, toute cette partie-là. Et également, je suis en train de produire un podcast pour Deezer, parce qu'en gros, la Deezer, depuis quelques temps, lance des émissions exclusives, propres à Deezer, un peu comme ce qu'avait fait Dailymotion il y a quelques années, notamment avec nous, l'Abécédaire du son. Donc voilà, donc là, je suis en train de produire un podcast pour eux, qui, si tout va bien, devrait sortir, on va dire, fin mai, j'espère. Ah bah c'est bien, on pourra en parler de ça. Ouais, avec plaisir, mais ouais, donc ça c'est un truc que je fais en ce moment pour Deezer. Ouais. Et t'es aussi, tu animes l'émission La Sauce, dont vous fêtiez les 1 an. Exactement. Hier. Au moment où on parle hier, ouais, tout à fait. Et comment c'était alors les 1 an de La Sauce? Ah, c'était chambé, c'était super bien. En fait, ce qui était intéressant, c'est que nous, La Sauce, donc c'est une émission qui est quotidienne, mais on peut pas la faire en direct. Enfin, on pourrait, mais c'est un peu compliqué. Surtout, moi, j'ai pas envie de de finir à 22h tous les soirs. Donc on l'a fait en différé, et là pour les 1 an je tenais à ce qu'on le fasse en direct, et on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué que ça à mettre en place, ne serait-ce que techniquement, et c'est très bien passé. Et effectivement, le fait d'avoir une interaction directe avec ton public, avec ton audience, c'est un truc qui est évidemment basique, mais qui est super important, quoi, et qui change complètement la tournure de l'émission. Donc c'était une super expérience, et je pense que au moins une fois par mois on va le rééditer maintenant. Ah ouais, vous avez même eu un live de Driver, je crois, non? Exactement. Assez légendaire, il faut le dire. Et est-ce que du coup, vous suiviez les réactions des gens sur Twitter, ouais, en live? On suivait tout en direct. Aussi bien parce qu'on a fait un Facebook Live également, donc on suivait sur Facebook, on suivait sur tous les hashtags qui pouvaient être lancés, on les suivait sur Twitter. Donc effectivement, tout ça te donne quelque chose qu'on n'a pas d'habitude, en fait. Même si on enregistre dans les conditions du direct, hein, c'est-à-dire que on ne supprime rien, il y a pas de montage, il y a aucun montage dans l'émission, mais tu perds ce truc-là, et tu perds une audience aussi que tu as quand tu la tiens en haleine pendant 2 heures, en faisant gagner des choses, en annonçant des choses, ce que tu fais pas quand tu préenregistres dans la journée. Donc en fait, la sauce, c'est donc l'émission qui est sur la radio Au Calme Radio. Absolument. Qui est une radio qui a été lancée notamment par Booba. Absolument. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, peut-être on parle de l'Abécédaire du son, de La Sauce, mais toi, t'avais pas du tout démarré avec un parcours de journaliste. Pas du tout. En fait, t'avais fait une école de commerce, t'as fait Schema, je crois. Exactement, ouais, tout à fait. Et en fait, donc ouais, t'avais pas du tout démarré en tant que journaliste de rap, mais dès le départ, t'avais déjà un attrait pour le journalisme, non? Ouais, il me semble avoir lu que ton père était journaliste. Ouais, absolument. C'est ce que je disais une fois, c'est très drôle toujours de savoir quelle est la part d'inné, quelle est la part d'acquis, en fait, parce que mon père j'ai pas grandi avec lui, mais effectivement il était journaliste, et il s'avère que alors que j'ai fait tout ce qu'il faut pour ne pas être journaliste, tu vois, en termes d'études, et finalement de ce que j'ai commencé à faire quand je suis entré dans le milieu professionnel. Au final, aujourd'hui, je le suis devenu, même si moi j'ai toujours du mal à me définir comme journaliste, parce que moi à la base je suis un passionné de rap qui aujourd'hui a la chance d'en parler et d'être un petit peu payé pour ça et d'en vivre, tu vois. En fait c'est un peu comme ça que je me définis, et c'est un peu comme ça je pense qu'on se définit, nous et les gens avec qui j'ai l'habitude de bosser, ce qui fait je pense qu'on garde un ton très passionné, en fait, et même passionnel, moins académique parfois. Tu veux dire? Je pense, ouais, même si on a sûrement, ça veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, hein. Je dis juste que nous, en fait souvent les gens nous renvoient ça, nous renvoient ce côté
quand vous parlez, on a l'impression que c'est des potes, on a envie de rentrer dans la discussion. Et effectivement, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait en fait, c'est qu'on parle de rap tous les jours entre potes et on essaye d'en parler de manière un petit peu intelligente et un peu érudite parfois, effectivement, mais voilà, donc j'ai toujours du mal à me déclarer journaliste. Après, voilà, pour répondre à ta question, effectivement, oui, j'ai pas du tout eu ce parcours-là. T'étais même parti en audit en fait, c'est ça? T'étais chez chez EY. Ah bah je prépare mes. Enfin, c'est juste que mon LinkedIn est à jour, je crois. Donc... Ton LinkedIn est à jour. Exactement. mais non, mais justement, même moi, tu vois, c'est important. À un moment, je me suis dit, est-ce que j'enlève tout ça parce qu'aujourd'hui, effectivement. Professionnellement, il y a peu de chances, même si on sait jamais que je retourne vers ça un jour, mais on sait jamais de quoi la vie peut être faite. Mais je me suis dit, est-ce que je supprime ça? Et en fait, non, parce que je crois que c'est. Ouais, ça fait partie de ton parcours. Ouais, complètement. Déjà, j'ai aucun regret ou voilà. Et surtout, même, je me dis que ça peut, pourquoi pas, être à mon modeste niveau, évidemment, être inspirant ou donner des idées aux gens. Moi, enfin, parfois, il suffit d'un truc, il suffit d'une phrase d'un mec pour te dire, ah ouais, peut-être que je peux faire ça ou peut-être que je peux. Tout le but de cette émission. Ouais, c'est ce que j'ai vu effectivement en lisant ça. Donc, tu vois, effectivement, tout est possible en fait. Enfin, tout est possible. J'ai pas non plus fait quelque chose d'extraordinaire, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, je m'étais pas orienté vers ça et au final, c'est ce qui se passe. Donc ouais, j'ai fait de l'audit, j'ai fait du conseil, j'ai fait du contrôle de gestion, j'ai fait plein de trucs qui ont l'air super ennuyeux et qui le sont un petit peu, pour être honnête. En tout cas, quand t'es allé compter les boulons dans les usines en province? Non, j'ai pas fait ça parce que j'avais cette chance-là, c'est qu'en fait, j'ai fait un stage chez Ernst & Young, effectivement, au Luxembourg. Et au Luxembourg, il y a énormément de fonds d'investissement. Donc ça veut dire qu'en gros, tu restes, voilà, les horaires sont plus cool globalement. Et t'as pas ce truc-là de faire des inventaires, etc. Donc j'ai pas connu le vrai audit. Tu vois. J'ai failli faire un stage chez Ernst & Young aussi. Hein. J'avais passé les entretiens, j'avais été pris et miracle de la vie, j'ai reçu un mail d'une start-up à San Francisco qui me disait qu'il voulait. En gros, j'ai passé les entretiens là-bas et une semaine avant de commencer chez Ernst & Young, j'ai pu. C'était chez Ernst où toi? C'était à la Défense. Donc c'était RER-A. Ouais, t'as préféré San Francisco, les skateboards. Je comprends. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur la part dîner parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je trouve que les gens commencent leur carrière en faisant plein de choses différentes et finissent toujours par revenir vers des choses qui les intéressaient quand ils étaient gamins et qui souvent sont liées à ce que faisaient leurs parents. Alors moi, dans une moindre mesure, hein, mais bon voilà, j'ai essayé de monter des boîtes, etc. Et je reviens par la force des choses à des choses qui m'intéressaient quand j'étais petit, qui étaient l'écriture, la musique, les textes. Et mon père, pour le coup, j'y pense maintenant en lisant les articles qui parlaient de toi, etc. Ouais. Mon père a toujours été un passionné de textes, de bouquins, d'écriture, de chansons. Et je trouve ça vachement intéressant en fait de faire ce parallèle-là. Ouais, c'est une question que je me pose beaucoup. J'ai évidemment pas la réponse, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Ouais, c'est même, tu vois, il y a des gens parfois qui me disent, j'ai la chance de recevoir parfois des messages très bienveillants de la part des gens qui écoutent les émissions, etc. Et ils me disent oui, t'es bon animateur, etc. Et j'ai pas pris de cours en fait. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est effectivement, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est en observant aussi les gens, parce que je regarde beaucoup la télé, et en écoutant aussi, ouais, c'est ça. J'écoute énormément de podcasts, d'émissions. Enfin, voilà, c'est pas ça tombe pas non plus du ciel, mais effectivement est-ce que c'est de l'observation, est-ce que c'est d'inné, est-ce que c'est naturel, je sais pas, mais c'est intéressant effectivement de creuser un peu ça. Ouais. Comment ça t'est venu toi, donc l'écriture, comment t'as commencé en fait, parce que tu dis que t'étais intéressé par l'écriture depuis longtemps. Ouais. Et ça se manifestait comment? T'écrivais des choses quand t'étais plus jeune? Ouais, quand j'étais plus jeune, moi j'avais j'adorerais le retrouver, mais un Skyblog? Non, je te parle d'avant ça. Je te parle d'avant Internet. Hein, je suis assez vieux pour avoir connu la vie sans Internet. C'est vrai. Et quand j'avais 10 ans, j'avais un cahier où j'écrivais des histoires en fait. Et j'étais fan. Alors je me souviens pas de tout ce que j'écrivais, mais à l'époque c'était la CM1, CM2, c'est cette période-là. Et c'était la grande période de tu vois, t'as interviewé Yerim il y a pas longtemps, il va vraiment se moquer de moi s'il écoute ça. C'est la grande, parce que lui, il est Superman, il est plus Batman. Et à l'époque, c'est la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, avec Dean Cain et Terry Hatcher sur M6. Ça repasse des fois, c'est horrible. C'est horrible. Mais j'étais archi fan. Mais les vieux adoraient aussi. J'étais archi fan. Vraiment, j'étais super fan. J'en ai ça tout le temps. Et du coup, j'écrivais des histoires de Superman dérivées, en fait, de ça. Et après, j'étais parti sur autre chose. J'avais même, une fois, pour moi, j'avais écrit le scénario d'un film, en fait. C'était évidemment pas le cas, mais dans ma tête, c'était un film d'action, une sorte de piège de cristal, tu vois, un truc comme ça. Donc, ça se manifestait comme ça, en fait, sur cette écriture-là. Je voulais même écrire quelques chansons à l'époque, des chansons qui pouvaient être écrites pour un mec de 10 ans. Hein. Donc, j'étais pas un petit prodige, hein, mais voilà, donc j'écrivais ces trucs-là, et finalement, l'écriture, autour de la musique est arrivé bien plus tard. Mais en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire autour de mes centres d'intérêt. Mes centres d'intérêt, ça a été le cinéma, très très tôt, le foot après, énormément. Donc j'écrivais des petits trucs pour moi, etc. J'ai jamais écrit pour un site. Et après la musique, qui est arrivée plus tard.
et à un âge aussi où j'étais peut-être plus en mesure de d'écrire et de réfléchir là-dessus. Voilà, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Est-ce que quand t'étais en école de commerce et ensuite dans tes premiers stages, etc., Ouais. t'écrivais ou est-ce que c'est Ouais. une parenthèse? T'écrivais? Non, j'écrivais en fait, parce que, enfin, j'écrivais, c'est en école de commerce que j'ai commencé à écrire pour l'abécédaire du son, en fait. En gros, ce qui s'est passé, En 2008, c'est ça? absolument, c'est que le rap commençait à prendre beaucoup trop de place dans ma vie en tant qu'auditeur, et je voulais juste matérialiser ça par quelque chose, en fait. Et c'est un peu, je crois, c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres interviews, tu vois, mais c'est un peu, je crois, la force de cette culture-là, de cette culture, allez, on va employer un gros mot, la culture hip-hop, tu vois. C'est un peu ce truc-là, c'est que tout semble accessible, alors que ça l'est pas forcément, mais tout, c'est la beauté de ce truc-là, c'est que, tu vois, tu vois un mec qui rappe, tu dis que tu peux le faire, tu vois un mec qui graffe, tu dis que tu peux le faire, tu vois un mec qui danse, tu dis que tu peux le faire, ce qui est pas forcément le cas, parce que ça demande du boulot, mais surtout la danse, hein. ouais, absolument, mais tout en fait, vraiment tout. Ouais. Pour être un bon DJ et pas juste être un mec qui fait semblant de mixer au Wanderlust, tu vois, pour être un vrai bon DJ, ça demande du taf, c'est des années de pratique. Mais du coup, D'ailleurs, en parlant de ça, t'avais essayé de rapper un peu à une époque, non? mais comme tous les fans de rap, Ouais. comme tous les fans de T'avais rap. essayé de faire des prods aussi? Non, ouais, j'avais une MPC, mais c'était une catastrophe. Et en Ouais. fait, On peut trouver ça quelque part? Non, parce que j'ai jamais rien sorti, vraiment. Et encore, c'était vraiment le début de MySpace et tout, et j'étais pas assez, enfin, non, j'avais rien, en fait, je pouvais pas sortir quelque chose. Mais puis c'était vraiment des ébauches, hein. On peut même pas dire que j'ai rappé, c'était des tentatives, comme tous les fans de rap, je crois. Et Donc tu t'es mis à... ouais, en fait, t'as envie de matérialiser ça, ta passion par quelque chose, et le plus simple à cette époque-là, c'était, comme j'avais toujours aimé écrire, lire, ce genre de trucs, c'était d'écrire sur le rap, tu vois. Donc j'ai commencé à le faire, j'ai postulé à l'ABCDR, enfin, j'ai envoyé une chronique à l'ABCDR parce que j'étais fan de ce site-là, ils ont accepté, c'est comme ça que ça a commencé, et c'était en parallèle de mes études, puis de mes premiers jobs, où je faisais beaucoup, après des interviews, etc. Et tu t'étais jamais dit à ce moment-là que ça allait devenir une profession, le rap? Non, au contraire, je me disais que ça n'arriverait jamais. Je me disais que c'était trop compliqué. C'était aussi, c'est marrant, tu sais, c'est la période entre. Parce que Yeri me disait que il avait d'abord sécurisé la presse ciné. Parce Ouais, qu'en parce plus, que il pensait qu'il allait jamais gagner sa vie dans le rap. ouais, complètement. Mais pourquoi? Déjà, bon, lui aussi, il a fait les études de journalisme. Même s'il les a fait un peu tardivement, il les a fait. Donc, il s'est vraiment mis là-dedans. Moi, on va dire que j'aurais pu, hein, j'ai pensé un moment après l'école à faire un master de journalisme, un truc comme ça. Je l'ai pas fait. Mais il y a aussi ce truc-là par rapport au rap, effectivement, c'est que en gros, la période dans le rap de 2005 à 2010, la grande phrase à la mode, c'est de dire qu'il n'y avait pas d'argent dans le rap. Parce que c'était avant le streaming, c'était avant plein de choses. Aujourd'hui, maintenant, on dit qu'il y a énormément d'argent dans le rap et tu vois, les rappeurs font des chiffres de vente extraordinaires chaque semaine. C'était vraiment pas le cas. Donc il y avait une sorte de morosité ambiante dans le rap. On se disait que personne ne pouvait en vivre, tu vois, que déjà les rappeurs avaient du mal à en vivre, des rappeurs extrêmement talentueux. Alors des journalistes ou même des blogueurs ou juste des forumers comme nous, à aucun moment on s'est dit qu'on pourrait donc non, il n'y a jamais eu cette ambition là, et en fait c'est arrivé un petit peu par la force des choses et parce que voilà, on a eu de la chance, mais enfin moi en tout cas j'ai eu voilà, des bonnes rencontres au bon moment, mais il y a eu un premier projet payant à un moment. Ouais, ça c'est Dailymotion qui est venu vers nous, et c'est comme ça que on a commencé à prendre nos premiers euros avec qui t'a permis d'inviter ta copine au resto. Absolument, exactement. Donc mais je t'avais déjà invité avant au resto dans ma vie quand même. Oui, hein. C'est juste qu'à ce moment-là, je l'avais pas invité depuis un moment. Okay. Mais voilà. Et ça aussi, c'est un truc qui revient beaucoup. En fait, j'interviewe donc des gens qui montent des boîtes, qui font différentes choses créatives, et la plupart me disent qu'ils avaient jamais pensé que leur carrière allait les mener là. Mais c'est toujours en cultivant des intérêts qu'ils ont, sans justement arrière-pensée professionnelle, qu'ils arrivent à faire ça. Et j'ai l'impression que quand on essaye de forcer quelque chose, on n'y arrive pas. Mais que toujours en cultivant de manière un peu naïve des intérêts, ça donne quelque chose au bout du chemin. Peut-être. C'est marrant parce que tu dis ça, parce que à chaque fois, et tu te demandes toujours si c'est vrai, mais peut-être que c'est vrai. Tu sais, à chaque fois quand t'as des interviews d'acteurs, tu vois, et on te dit combien d'acteurs ont raconté cette histoire-là, cette histoire de moi je voulais pas être acteur, j'accompagnais un pote comédien en casting, et finalement c'est moi qui ai été pris. Franchement, il y a tellement de comédiens qui te racontent cette histoire-là. Peut-être qu'il y en a qui mentent, et peut-être que la plupart disent la vérité aussi. On peut le penser. Effectivement, c'est des gens qui s'intéressent sûrement au cinéma, à la comédie, mais qui n'ont pas forcé le destin et qui à un moment ça leur est tombé dessus. Tu vois, combien de gens te disent oui, un directeur de casting m'a vu dans la rue, il est venu me voir, il m'a dit oui. Enfin, il y a plein de gens qui te racontent ça en fait, tu vois. Et puis après il y a aussi des bosseurs, et je pense qu'il y a aussi des gens au contrario, qui se disent, je pense que Puff Daddy, tu vois, il s'est dit dès le début je serai un mogul du rap et il l'est devenu parce qu'il savait très bien. Mais effectivement il y a plein de gens qui avaient peut-être pas forcément. Je pense que Booba avait un plan très tôt.
tu vois. Je pense que Booba savait qu'il voulait être genre millionnaire et rappeur et qu'il a tout fait pour être ce gars-là, tu vois. Tu crois parce qu'il a commencé à rapper assez tard, je crois, Booba, en plus vers 17, 18 Non, ans. ouais, Non, tu vois, donc c'est. Mais bon, en tout cas, oui, mais c'est vrai que parfois les choses te tombent dessus. Et quand t'as commencé à être payé par l'ABCDR et pour ce genre de projet, il a fallu prendre une décision parce que t'avais plus le temps de bosser dans ta Absolument. carrière classique du Absolument. début. Et est-ce que ça a été une décision difficile à prendre? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit fais pas ça, Mehdi? Non. En fait, il y a eu. Moi, je parlais. Généralement, je communique pas beaucoup sur mes doutes et ce genre de choses, hormis ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque. Mais je parlais quand même avec elle. Et du coup, c'est elle qui m'a dit en fait, hein, qui m'a. Elle était beaucoup. Moi, j'étais très peureux par rapport à ce genre de choses. C'est-à-dire que t'as un CDI, etc. Le quitter pour l'inconnu, c'est pas mon tempérament là-bas. C'est vraiment pas mon tempérament. Elle est beaucoup plus entrepreneuse que moi. Elle est beaucoup plus courageuse sur ce genre de choses que moi. Et en gros, à cette époque, elle me dit, mais j'étais vraiment à un moment en fait où, professionnellement, je m'ennuyais. Vraiment, j'étais pas épanoui. J'étais pas malheureux, hein, mais j'étais juste pas épanoui. Et elle me dit, il y a cette proposition de Dailymotion qui veut faire un truc. En même temps, c'est le flou, on sait pas vraiment ce qui va se passer, mais bon. Mais ça m'excitait vraiment. C'était vraiment un projet excitant. Je me dis, et j'avais le sentiment que il fallait pas laisser passer ça. Mais tout seul. J'aurais peut-être essayé de le faire à côté de mon taf et ça aurait pas marché et j'aurais arrêté au bout de 3 mois. Elle m'a dit, mais enfin, au niveau de ton taf, t'es en position de force, tu peux négocier une rupture conventionnelle, monte ta boîte, sois auto-entrepreneur, vas-y. Si ça se passe mal, dans 6 mois, tu retrouves un job dans ce que t'as, j'étais jeune, pas très cher pour les boîtes, dans le conseil ça recrute à mort. Voilà, c'est un risque qui est très mesuré. Et à partir du moment, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je dis il suffit d'une phrase parfois pour tout déclencher. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ben, elle a raison en fait. Et une fois qu'elle m'a dit ça et que j'ai compris ça, c'était sûr que j'allais faire ça. Tu vois, donc en fait, ça a pas été dur. La décision n'a pas été dure à prendre à partir du moment où elle a eu les bons mots et que je me suis dit qu'elle avait raison. Et voilà. Et tu vois, il suffit vraiment d'un soutien, d'une personne qui a les bons mots au bon moment. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, ouais, ça a été clair. C'était un peu stressant au début, etc. Mais au final, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et puis encore une fois, j'ai pas non plus tout plaqué pour aller dans l'inconnu le plus total. C'était, voilà, j'avais une rupture conventionnelle. Au début, une proposition de chômage. Enfin, tu vois, c'était pas non plus, j'étais pas en galère. J'ai pas hypothéqué ma baraque, que je n'ai pas d'ailleurs, pour me lancer là-dedans. Donc, ce qui serait pas forcément une bonne idée d'ailleurs. Ouais. Enfin, je sais pas s'il y a de bonnes recettes, mais en tout cas, voilà, moi j'y suis allé de manière finalement assez prudente, même si, effectivement, souvent les gens me disent, oui, c'est cool que t'aies fait ça, c'est courageux. Je sais pas si c'est courageux, c'est peut-être que j'aurais dû faire ça plus tôt en fait. Peut-être que c'était aussi une solution de facilité à un moment de prendre une voie qui était assez confortable, etc. Et peut-être que ce déclic-là, j'aurais pu l'avoir plus tôt. Je l'ai eu à ce moment-là, je regrette pas parce que tout s'est bien passé jusqu'à présent. Mais voilà. Mais c'est bien parce que ça t'a permis du coup de développer la BCDR et puis c'est aussi ce qui t'a mené l'année dernière à la sauce. Ouais. Je crois que c'est Romain de Au Calme qui t'a contacté. Parce que les gens croient toujours que c'est Booba qui t'a les gens pensent que en fait t'as même pas son numéro à Booba. Non, si tu savais le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent est-ce que tu peux faire écouter ce morceau à Booba, ils pensent que c'est vrai, les gens t'envoient des démos énormément. Ah ouais, énormément. Enfin, je reçois des messages bon, tous les jours. ma démo alors. Tu peux. Non mais j'essaie par contre, j'essaye d'en écouter le plus possible. Alors, je peux pas tout écouter, je peux pas répondre à tout le monde malheureusement, mais j'essaie de répondre quand même la plupart du temps aux gens qui me contactent comme ça. Mais ouais, non, c'est Romain qui m'a contacté, qui savait ce que je faisais, qui me connaissait. Et vous vouliez faire une émission spécialisée, quoi, une émission un peu thématique. Absolument, il voulait faire, ouais. Parce que à la base, c'était une radio, c'était que une radio, donc c'était que une app surtout. Et il y avait pas d'émission, il y avait pas encore couvre-feu, il y avait pas la sauce, et il y avait que du son qui tournait en boucle. Je me souviens, je l'avais téléchargé quand c'était sorti. Ouais. Et donc ils ont commencé à vouloir refaire ce genre d'émission parce que c'est des émissions qui avaient disparu d'ailleurs. Il y avait plus ça sur Skyrock non plus vraiment. Ouais, non, disons que les médias rap ont complètement changé et encore une fois, il y a eu une sorte de creux et un peu de vide pour plein de gens avec l'arrivée d'internet. C'est qu'au début on est passé de petits webzines type la première version de la BCDR du son, donc c'est des jeunes blogueurs passionnés qui font leur truc, à les premiers gros sites influents type Bouscapé, qui aujourd'hui reste le site numéro 1 en France, hein, il faut le dire, et qui là ont commencé à développer une économie et quelque chose comme ça, mais on n'avait pas d'émission. C'était au début, Bouscapé maintenant c'est voilà vachement évolué, mais au début c'était des clips, des freestyles, voilà des choses assez simples, mais qui étaient appréciées par les gens. Et aujourd'hui finalement ce côté émission, talk autour du rap,
comment dire, format un peu plus spécialisé, un peu plus recherché, c'est assez récent qu'on a ça en France, je veux dire. Hein. Et du coup, voilà, les podcasts rap se développent. Ouais, ça y est, ça se développe même sur YouTube. Exactement. Voilà, maintenant, je veux dire, il y a énormément de youtubeurs. T'en regardes d'ailleurs des podcasts sur YouTube? Français, je vais parler comme un rappeur qui dit que j'écoute pas de rap français, tu vois, mais franchement très peu, honnêtement, même s'il y a des médias que j'apprécie en France, mais moi, si on parle d'émissions rap, hein, j'écoute pas que des trucs liés au rap, mais si on parle d'émissions rap, Breakfast Club, qui est pour moi l'émission de référence américaine, qui est sur Power 105 et pas 97, hein, c'est ça, c'est Power 105 si je dis pas de bêtises, qui est vraiment une émission top et qui était une de mes références en créant et en structurant la sauce. Il y a également le podcast dont j'ai oublié le nom, je l'ai découvert grâce à un pod récemment de Noreaga, qui est un rappeur connu, qui aujourd'hui ça a une carrière qui est un peu, enfin c'est plus là, enfin il est plus aussi actif qu'il était. Mais du coup, il a un podcast où, en gros, il reçoit chaque fois des rappeurs connus et il se bourre la gueule. Et comme c'est Noreaga, il a une crédibilité que n'aurait pas un journaliste. Il arrive à faire ressortir des choses. Voilà, que c'est à chaque fois des discussions un petit peu de vieux combattants, tu vois, mais qui donnent un ton qui est justement pas journalistique du tout, ce qui est intéressant aussi. Et voilà, donc oui, j'en regarde, j'ai même j'essaie d'écouter aussi j'essaie toujours de regarder ce qui se fait, soit aux États-Unis ou en France, pour être au courant. T'as déjà vu un truc qui s'appelle le règlement en France? Ouais, j'ai vu le règlement. Pourquoi? Parce que la personne m'a envoyé un mail pour me demander ce que j'en pensais. Donc j'ai vu ça et j'ai trouvé ça assez bien foutu, pour être très honnête. Après, je trouve que dans les analyses, c'est parfois un peu jeune. Ouais. Et je pense que la personne est jeune réellement, mais vraiment, je le trouve assez productif. J'en ai vu un en plus, tu vois, j'ai cliqué là-dessus hier. C'est sur quoi? Columbine. Un truc sur Columbine, ça je l'ai vu, mais j'ai pas regardé. Le dernier en date. Bah, il y en a qui est sorti sur Columbine hier, aujourd'hui, mais sinon il y a la MZ, je crois. Bref, alors peut-être que c'est pas le dernier en date, que c'était un d'avant en fait, mais que j'ai vu et je trouve ça vraiment bien, c'est bien monté, c'est bien habillé, il a un bon rythme. Enfin, c'est mon humble avis, hein, j'ai aucun conseil à lui donner, mais je trouve encore un peu jeune dans certaines analyses, certaines références, mais genre, enfin après, tu vois, si moi j'avais fait des vidéos, des émissions à 20 ans. J'aurais aussi été jeune dans enfin c'est normal, il y a des trucs que tu acquiers avec le temps, c'est logique, t'es pas le même gars avec 3 ans d'écoute de rap ou avec 30 ans d'écoute de rap, c'est normal. D'ailleurs justement c'est intéressant, la manière de concevoir une émission. Donc, quand Romain il vient de voir, il dit ok, on voudrait faire une émission sur Vocalm. Il te demande un pilote en fait, c'est ça? Il me demande un conducteur déjà, absolument, et ensuite on va faire un pilote. Ouais, et le but c'est aussi de le présenter à un moment à Booba et qu'il dise valider quoi. Ah ouais exactement. Ouais. Tu l'as placé, hein. tu l'as placé. À Booba et pas comment tu fais pour construire une trame, enfin un pilote d'émission pour convaincre justement Booba et les autres parties prenantes quoi. Moi je me suis pas dit que j'allais convaincre Booba, même si je savais que c'était la finalité. En fait, moi j'avais dit quelque chose à Romain, j'avais dit. Parce que moi j'avais déjà fait des émissions avant sur la BCDR du son, également sur No Fun, qui est un podcast que j'anime aujourd'hui et qui est un projet dont je suis super content aussi. Le dernier épisode sur Kendrick là. Exactement. Et du coup j'avais déjà fait des émissions. Maintenant les émissions que je fais moi, Vocalm c'est un média qui est beaucoup plus gros en tout cas que la BCDR. Donc qui cherche à parler à un plus gros public. Et il y a combien de personnes qui écoutent Vocalm? Honnêtement, je peux pas communiquer dessus. D'accord. Parce que on n'a pas aujourd'hui des chiffres assez précis. On a des tendances qui veulent pas, enfin surtout je préfère laisser la direction communiquer là-dessus vu qu'ils l'ont pas encore fait, mais en tout cas les tendances qu'on a sont cool et super encourageantes et on le voit de toute façon sur ce qui se passe, même sur une émission en direct comme hier, tu vois, c'était vraiment assez impressionnant. Mais ouais, en tout cas j'ai pas de chiffres malheureusement à communiquer là-dessus, mais voilà, moi j'avais un ton et un ton parfois qu'on peut qualifier peut-être d'un peu pointu, en tout cas je suis pas un peu un télo du rap. Ouais, c'est un truc qu'on nous a souvent dit à la BCDR du son. C'est un truc qu'on a souvent dit. Ouais, parce que vous étiez vraiment le média un peu de fond en fait. Bah, je sais pas si on était le seul, mais en tout cas on était connus nous pour ça, en tout cas c'est clair, et c'est ce qu'on aime. Tu sais, à une époque ça faisait un peu SoFoot pour le foot et la BCDR pour le rap quoi. Là tu viens d'envoyer plein d'amour au fondateur de la BCDR qui s'appelle Nicolas Balzer, que je salue comme d'habitude, qui est un grand fan de SoFoot. Et c'était aussi une ambition de la BCDR d'être un peu SoFoot. À un moment c'était un peu notre fantasme un petit peu caché de le développer comme SoFoot le faisait, mais on n'a jamais vraiment fait ce qu'il fallait pour ça. Mais voilà, en tout cas, mais tu vois, sur ce côté pointu grand public, c'est une question que je me suis beaucoup posée et je sais que moi, je suis pas la personne pour
pour faire 4 millions de vues sur chaque émission. Je sais que j'ai pas ce ton-là. J'ai une anecdote là-dessus, c'est j'ai bossé sur un documentaire l'année dernière qui devrait être diffusé prochainement à la télévision. C'est sur l'histoire du clip. Et donc je bossais dessus. C'est moi qui ai écrit le documentaire et qui ai fait les interviews. Et il y avait une première version du documentaire dont on était super content avec l'équipe et on la montre à la chaîne qui nous dit c'est super bien. Par contre, et bon, alors faut savoir que moi j'ai conçu le documentaire en étant grand public dans ma tête. Tu vois, en faisant des efforts. Et le mec me dit c'est vraiment cool, hein, mais c'est beaucoup trop pointu. Et c'est quoi les efforts que tu fais pour être grand public? C'est pour tout te dire, la chaîne c'est C-Star. Donc on est vraiment sur une chaîne qui est donc anciennement D17, une chaîne qui est très pop. Tu vois, pour le coup. Donc les efforts pour être grand public, c'est dans les gens que tu vas interviewer. Tu vois, si tu veux un rappeur, tu vas plutôt chercher Soprano que Al Capote. Tu vois, si tu veux un réalisateur de clip, tu vas peut-être plutôt prendre Michel Gondry que un mec a fait uniquement que Kevin Elamrani, qui est un mec brillant mais qui fait The Pirouette, un groupe que j'adore mais qui est pas encore connu. C'est ce genre de choses dans les morceaux dont tu vas parler dans le documentaire, dans les clips dont tu vas parler, tu vas faire les focus sur des gros artistes qui parlent vraiment à tout le monde. Donc et pas sur un clip génial que toi t'as vu mais qui est connu uniquement des journalistes parisiens. C'est ce genre de choses là, tu vois. Donc c'est un ton qu'il faut réussir à trouver et que moi j'ai eu du mal à trouver et le mec me dit donc c'est très bien mais on n'est pas Arte. En gros. Et moi dans ma tête j'avais pas effectivement quand il me dit ça ouais c'est vrai que j'ai fait et moi Arte c'est une référence pour moi sur ce genre de contenu. Moi un des contenus que je préfère sur internet c'est Blow Up. Les petites pastilles de 5 à 10 minutes d'Arte, c'est extraordinaire. Donc bref, moi c'est une référence que j'ai. Tous leurs docus sont dingues. Ouais, tu vois, quand il me dit ça, je prends ça pour un compliment, mais en même temps je me dis que j'ai loupé la cible. Tu vois, parce que c'est pas ce que eux cherchaient. Donc pour revenir à ta question, du coup, quand on vient me chercher, je me dis attention les gars, moi sur la sauce, je vais pas vous faire. Il y a des gens qui peuvent peut-être faire des trucs qui sont plus grand public. Moi, ce sera pas Planète Rap quoi. Non, et c'était pas le but non plus, mais ce sera même enfin voilà, ce sera on va faire des émissions sur la Bay Area parce qu'on aime ça, on a envie de donner aussi cette knowledge là, on va interviewer des rappeurs pas connus et on va beaucoup plus s'enthousiasmer sur eux que sur des mecs qui font 4 millions de vues parce que c'est pas pour faire les intéressants, c'est juste que parfois c'est voilà, récemment là où il y a un rappeur qu'on aime beaucoup et dont on a beaucoup parlé sur un peu tous les médias sur lesquels on est, c'est Isha, qui est un rappeur belge qui est pas connu. Moi, quand on le reçoit dans l'émission, je le reçois comme un roi, parce que le mec vient de sortir un projet que je trouve extraordinaire. Donc, mais voilà. c'est un peu en même temps, c'est un peu ce que notamment Booba voulait avec le média, c'est qu'on puisse faire sortir les petits. Au final, c'est ce qu'ils ont l'air d'apprécier dans l'émission. Mais au début, je me disais, est-ce qu'on va pas être trop pointu pour ce public-là et est-ce que c'est vraiment des gens comme nous qu'ils ont envie d'entendre? Et il s'avère que le pilote a plu, était cool d'ailleurs le pilote, j'aurais bien aimé qu'on le diffuse, c'était assez marrant, et que l'émission est en train de s'installer, je pense, dans le paysage rap. Ça fait 1 an, on verra combien de temps ça durera, on a évidemment envie de continuer, mais voilà. Mais au début j'ai pas pensé à Booba, je me suis dit faisons une émission tel qu'on a l'habitude de le faire, en peut-être plus fun, en allant sur d'autres sujets aussi, des sujets que moi j'allais pas avant sur l'ABCDR, mais voilà, l'idée c'était juste de faire une bonne émission de rap et pas de me trahir parce que j'aurais pas été bon. Tu vois, si demain je fais enfin voilà, si je parle de Kylie Jenner pendant toute l'émission, enfin, je serais pas bon, je sais même pas qui c'est en fait, quasiment, tu vois, genre les Kardashians, je les connais pas moi, tu vois. Par contre, viens on parle des Ghetto Boys et d'Ayam ou d'Amza ou de Kekra ou d'SCH, tu vois. Là c'est cool, mais voilà, je sais où je peux être pas trop mauvais, je sais où je suis complètement incompétent. Donc c'était ma crainte au début sur la réaction sur l'émission et il s'avère que ça a plu. Justement sur le fait de pas se trahir, donc on disait que t'as pas le numéro de Booba, il y a pas ton numéro, que c'est Romain qui t'a approché. Absolument. Que t'es pas, d'ailleurs je lisais, tu dis t'es pas vraiment ami avec les rappeurs. En fait, tu conserves une indépendance assez forte. Est-ce que c'était important pour toi? Est-ce qu'ils t'ont donné des gages d'indépendance quand t'as commencé? Est-ce que c'était important pour toi d'avoir la main mise totale sur l'émission? Oui, en fait, surtout dans les morceaux que parce que par exemple, il y a, notamment pour Booba, il y avait des histoires de clash. Ouais, voilà, exactement. J'allais y venir, effectivement. Ouais, on n'est pas sans savoir que Booba aime bien taquiner certains rappeurs. Et du coup, moi, d'ailleurs, moi, dans la première semaine, j'ai joué un morceau de Rof. D'ailleurs, dans l'émission, c'est même, on joue très peu de Booba dans l'émission. Pourquoi? Parce que je veux pas et c'est pas qu'on aime pas Booba, hein. Loin de là, hein. Si on regarde moi les émissions que j'ai fait, c'est chroniques et tout ça. Ouais, voilà, si je devais en garder, enfin voilà. Bref, c'est un rapport que j'ai énormément écouté, mais voilà, je veux, c'est tout l'enjeu pour l'émission et plus globalement pour Au Calme, c'est de ne pas être
le média de Booba, mais d'être un média de référence rap français. Je pense que c'est peut-être en train d'arriver, mais c'est normal aussi. Hein. Au Calme a bénéficié de l'aura de Booba. Au Calme s'est installé aussi rapidement dans le paysage grâce à Booba, donc c'est normal que les gens associent Booba à ça. Mais du coup, voilà, nous, on essaye de pas trop en faire autour de Booba et autour du 9-2i globalement pour pas qu'on soit la branche radiophonique du 9-2i. C'est pas ce qu'on a envie d'être. Donc voilà, mais effectivement oui, j'ai joué du Alpha 520, j'ai joué voilà, enfin du Caris. Le Caris c'est un rappeur que j'adore, tu vois. Donc voilà, et ça on m'a jamais rien dit, ça n'a jamais été un souci. Et je crois que Booba et globalement les gens qui pilotent Au Calme le savent et sont assez intelligents pour ça. Donc voilà. Et justement, c'est une émission quotidienne, La Sauce. Ouais. Comment tu fais? Bon, je sais que c'est pas tout le temps toi qui présente. Ouais, c'est pas tout le temps, souvent le cas, mais c'est pas tout le temps moi. Mais comment tu fais pour garder la qualité pour envisager, disons, la qualité de l'émission quand c'est une émission qui est quotidienne? Ça doit être un travail énorme. Je sais qu'à une époque, tu disais que tu téléchargeais 4 projets par jour. Ouais. Et que t'étais vraiment au jus du rap. Ouais. Est-ce que c'est toujours pareil actuellement? Comment j'ai lu une interview récemment d'Antonio Conte. L'entraîneur de Chelsea. Exactement. Et en fait, je me suis à mon modeste niveau bien sûr reconnu là-dedans et je me suis dit putain c'est chaud, ma vie a vraiment évolué ces derniers temps. C'est qu'en fait il disait on lui demandait combien de temps il passe par jour à se consacrer au foot et il disait je dors 4 heures, il reste 20 heures dans la journée, faites le calcul. Et c'est un peu ça moi en fait avec la musique et mes activités aussi bien chez Deezer, La Sauce, Au Calme, le reste parfois, parce que parfois je peux faire d'autres choses, etc. Et en fait aujourd'hui on peut trouver que c'est trop, tu vois, ça me rappelle tout de suite une phrase de Booba qui dit tu rappes à en devenir débile. Bah moi j'écoute du rap à en devenir débile peut-être, tu vois. C'est qu'aujourd'hui c'est vrai que ma vie aujourd'hui elle est presque dédiée à ça. Après je passe pas juste mon temps à écouter du rap, mais à imaginer des émissions, à les faire évoluer, à les faire progresser, à bosser chez Deezer, etc. Mais aujourd'hui je suis tout le temps là-dedans. Donc ça veut dire que j'écoute tout ou quasiment tout. Voilà, c'est pas possible d'écouter tout et donc je suis toujours dans ce truc là de c'est-à-dire qu'en fait mes journées aujourd'hui c'est préparer une interview, bosser sur des playlists, enfin tu vois j'ai toujours tout ça cohabite en fait, et pour moi c'est très cohérent dans mon esprit parce que tout est lié et tout est centré autour de la même chose. Et parfois des gens me disent mais Mehdi tu fais beaucoup de choses. Oui, mais déjà tout me plaît, donc c'est une chance, c'est une vraie chance. Et quand t'as été consultant pour une boîte dans le secteur de l'assurance, tu vois, il y a 3 ans et demi, ça te dérange pas finalement d'avoir des journées longues autour du rap. Parfois je suis crevé, parfois je rentre ici, il est 23h quand j'ai eu une émission de La Sauce le midi, une journée chez Deezer et 2 émissions de No Fun le soir. C'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Je suis arrivé le soir, je me dis j'en ai marre du rap, tu vois. Et le matin je me réveille à 7h et je prends mon ordi, je veux savoir mon téléphone, et c'est là où t'as ce qui s'est passé dans le rap américain de la veille, et c'est reparti, tu vois. Et tu structures ton temps d'une certaine manière. T'as des plages pour écouter, des plages pour réfléchir ou pas vraiment? Non. Aujourd'hui c'est vrai que comme il faut que je sois aussi très réactif sur l'actualité, notamment chez Deezer, sur toute la partie éditoriale, etc. Oui, le matin, quand j'arrive là-bas, je me dédie à écouter tout ce qui est sorti dans la nuit. Le vendredi, c'est des journées où j'écoute tout ce qui est possible et imaginable. Mais non, après, ça dépend vraiment des journées. J'essaye, par contre, excuse-moi, c'est-à-dire qu'en fait, le truc qui est nouveau maintenant, c'est quand même, avec tout ça, c'est rare que je bosse pas le week-end. C'est-à-dire que souvent le dimanche, je prépare mes émissions de La Sauce en avance, même si après tu peux les modifier, mais les conducteurs sont faits le dimanche. Est-ce que il y a des invités est-ce que c'est toi qui fais le travail d'aller chercher les invités pour La Sauce par exemple, et est-ce qu'il y a des invités qui sont vraiment difficiles à avoir? Bah alors sur la première question, alors non, c'est pas, oui, parfois oui, typiquement là on a Caballero et Jean Jass qui viennent mercredi, je pense qu'on les aurait eu parce que voilà, je pense qu'ils aiment bien l'émission, mais là j'ai dit il est faux parce que j'ai écouté leur projet qui arrive, je suis assez client, je les veux dans l'émission. Par exemple Sako, un rappeur membre de Chien de Paille, un rappeur que j'aime beaucoup, oui je voulais qu'il vienne dans l'émission. Après sur le reste du rap, aujourd'hui, on a la chance d'être déjà sur un média qui est assez demandé, sur une émission qui est assez demandée aussi, donc les gens viennent. Et l'ambition aussi, c'est d'être assez large, tu vois, et de raconter un peu toute l'histoire du rap français. Donc du coup, c'est pas toujours moi. Par contre, toutes les demandes passent par moi, sauf parfois effectivement où j'ai n'importe quoi. Là, Au Calme est partenaire de la soirée Horizon, qui est une soirée qui met en avant de nouveaux talents. Un des deals du partenariat, c'est de recevoir les rappeurs qui sont sur le line-up. Ça me pose pas de problème.
Donc voilà, donc globalement ça se passe comme ça. Est-ce que les rappeurs sont compliqués à avoir? Non, globalement non. Parfois ça peut être compliqué sur certains artistes qui soit font très peu d'interviews. Genre PNL. Oui, mais ça c'est compliqué pour tout le monde. Ouais. Donc ça c'est pas plus D'ailleurs, pour nous. tout à l'heure, je suis tombé sur un. Fausse interview dans notre PNL pour du rap en France. Pour Ouais, rap en ça. France. J'étais Oui, là, mais- et à un moment, il te cite. Ouais, dedans. j'ai vu ça. J'étais là, lourd, je vais lui sortir ça. Ouais, j'ai vu ça. Je continue l'interview, je me dis, mais non, il raconte trop de conneries, Ouais, ça peut ouais, pas non, être une non. vraie interview. J'ai vu ça. D'ailleurs, le rap en France aime bien me citer dans les interviews. Je ne sais pas ce que ça cache. mais bref, en tout cas, voilà. Non, globalement, c'est pas compliqué. On a la chance d'avoir des gens. Et puis, tu te rends compte aussi, tu vois, que bah, tout ce que j'ai fait avant, ça porte ses fruits aussi. Il y a des gens qui viennent dans l'émission parce qu'on s'est déjà vu avant, tu vois. Seth Gecko est venu dans l'émission en me disant, je voulais te rencontrer. Mac Taylor est venu dans l'émission en me disant, quand on m'a dit que c'était ton émission, je suis venu. Niska m'a dit ça aussi. Même si Niska, bon, serait venu sur au calme, tu vois, mais il m'a dit des trucs très cool sur une première interview qu'on avait fait ensemble pour la BCDR. Donc, Cool. c'est là aussi où tu te dis que, voilà, je suis content d'être sur Ocal, mais je pense qu'aussi Ocal est content aussi de voilà parce que j'arrive avec un background et je suis pas complètement inconnu, même si j'ai pas voilà, je suis pas Olivier Cachin. Au niveau de la préparation des interviews, je t'entendais dire sur je sais plus quelle vidéo que parfois tu regardais des interviews et t'hallucinais de la non-préparation de certains. Toi, pour préparer une interview, mettons que t'es une énorme interview, je sais pas, reprenons l'exemple de Booba, t'as Booba qui vient sur la sauce, comme c'est déjà arrivé. Ouais. Comment tu prépares et surtout combien de temps tu prends pour préparer? Est-ce que tu te dis j'ai besoin de 5 jours, 3 jours, 2 jours? Ça, en fait, Booba c'est peut-être pas le meilleur exemple. Booba tu le exemple. connais par cœur aussi peut-être. Ouais, exactement. Booba c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que déjà je l'ai interviewé plusieurs fois. Alors la première fois que j'interviewe Booba, c'était en 2010, c'était pour la sortie de Lunatic pour la BCDR. T'es un peu stressé, pour être très honnête. Enfin moi en tout cas, parce que c'est Booba et que on peut dire ce qu'on veut. Il y a toujours une aura autour de ce mec-là. Il y a un mythe Booba qui existe en France et qui est un peu le Rubicon pour tous les journalistes rap français. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que ça fait plusieurs fois que je l'ai interviewé. C'est un rappeur que je connais. La dernière fois qu'il est venu dans la sauce, il avait rien à vendre. Il est juste venu parce il était à Paris, il voulait donner une interview. C'est au calme, il est venu. Donc c'est très cool. Donc là, c'est pas forcément une interview qui va me prendre. C'est pas là où je vais passer le plus de temps. Surtout qu'avec Booba, en gros, il a envie de se marrer. Maintenant, tu le vois un peu dans l'interview. Il a pas forcément envie de passer. Il a envie de passer un bon moment. Mais globalement, une interview, pour moi, il y a pas. Enfin, c'est mon humble avis. Hein, mais pour moi, le plus important, c'est écouter la musique des artistes. C'est tout. Ce qui est pas toujours le cas dans les interviews qui sont faites. Écouter la musique des artistes, bien connaître son sujet. En fait, pour moi, le secret d'une bonne interview, c'est de juste bien connaître son sujet, en fait. Et donc, si tu interviews un acteur, c'est bien d'avoir vu son film et de connaître un peu sa filmographie. Si tu interviews un artiste, c'est bien de savoir ce qu'il a fait, d'avoir écouté ce qu'il a fait, etc. Donc, pour moi, c'est ça. Ça peut être. Il y a des interviews qui me prennent beaucoup de temps parce que tu te mets une pression. Il y en a d'autres où tu te mets pas la pression. Ça veut pas dire que tu respectes moins l'artiste. C'est juste que, tu vois, par exemple, Caballero et Jean Jass, que je reçois mercredi. Je suis très content de les recevoir. Je vais pas préparer l'interview pendant 4 heures parce que l'idée avec eux, c'est de créer un moment cool. Tu vois, c'est de créer un moment de presque de récréation entre eux et nous. Et donc, c'est plutôt de trouver le bon angle. Parfois, c'est juste un angle, un jeu dans l'émission, un concept qui va permettre de, tu vois, donc ça dépend vraiment. Il y a des interviews où je me suis vraiment mis la pression, où tu y reviens pendant une semaine. Aujourd'hui, sur une quotidienne, tu peux pas te permettre ça. Moi, j'ai pas d'auteur qui prépare mes interviews comme ça peut être le cas sur des quotidiennes, etc. Je savais même pas qu'il y avait des. Ouais, si, bah, je parle pas des émissions rap, je parle de grosses émissions quotidiennes. Tu vois, au Grand Journal, il y a des fiches qui sont faites par des auteurs, tu vois, sur tout ce genre de choses. Nous, on n'a pas ces moyens-là, et c'est sûrement une bonne chose aussi, parce que du coup, tout ce qu'on fait, toutes les chroniques qui sont faites sont écrites évidemment par les chroniqueurs, et toutes les interviews sont écrites par moi. Donc ça veut dire aussi que sur une quotidienne, à un moment, même si je dors pas beaucoup, j'ai mes limites. Donc il faut aussi que ça puisse aller vite et que ça puisse voilà, il y a des mécaniques aussi que tu trouves au bout d'un moment. Et comment tu sais que t'as réussi j'ai posé la même question à Yerim la dernière fois. Comment tu sais que t'as réussi une interview? Il y a plusieurs choses. Il y a parfois ce que te disent les artistes en sortie d'interview. En fait, je pense que tout dépend de comment tu vois l'interview. Est-ce qu'une bonne interview pour toi, c'est réussir à faire sortir des choses inespérées ou jamais entendues chez l'artiste? Ça peut être le cas. Mais c'est pas possible avec tout le monde, ça. Ou est-ce que c'est pas juste finalement c'est pas juste passer un bon moment avec la personne, et donc c'est avoir juste une conversation qui soit cool, et ça tu le ressens, tu vois. Je reparlais de Seth Gecko parce qu'hier on faisait le bilan après l'anniversaire d'un an, et je demandais à Wafa qui était là pour Seth Gecko, à Hubert, quel était leur meilleur souvenir de l'émission. Ils m'ont dit Seth Gecko, et effectivement on a senti que Seth Gecko était heureux d'être là.
Et nous aussi, on était heureux de le recevoir. Et on a juste parlé de musique et de ce qu'on aime. Oxmo Puccino, quand il est venu dans l'assaut, c'est pareil. Il était content d'être là avec moi, avec Driver, avec Nemo, parce qu'on a eu cette discussion autour de musique, comme malheureusement, il n'y en a plus beaucoup pour ce genre d'artiste-là. Oxmo, aujourd'hui, il est moins interviewé par les médias rap, et les autres ne lui parlent pas vraiment de musique. Donc là, il est venu, et on a parlé de musique pendant 1 heure. C'est inespéré pour lui. Fefe du Science Opaku, c'est pareil, il parle plus de rap parce qu'il est un peu dans autre chose. Il est venu, on a parlé de rap, il était content. Et en fait, c'est des choses que tu ressens. Donc pour moi, c'est juste le mieux, c'est quand les mecs te connaissent pas, ne t'ont jamais rencontré en interview et ressortent comme si on a l'habitude de parler de musique toutes les semaines. Donc pour moi, c'est ça quoi. Puis après, c'est aussi les retours que renvoient les gens, même s'il faut pas trop se fier à ça parfois, mais c'est passé un bon moment avec le mec. C'est que sentir que tout le monde est à l'aise et que 1 heure après on peut se faire des blagues, on est détendu, il y a pas cette barrière là qu'il peut avoir quand tu connais pas la personne, tu lui serres la main, tu dis voilà, assis-toi là. 1 heure après on est cool et on se check et c'est cool, c'est bien. Tu dis que les rappeurs quand ils sont invités, ça arrive qu'on leur parle pas trop de musique. Ouais. Moi quand je suis allé acheter ton bouquin à la Fnac, il y avait donc j'ai cherché le rayon musique et il y avait je trouvais pas quoi, parce qu'il y avait 100 bouquins de Renaud. Ouais. Et à un moment il y avait un petit carré, il y avait marqué hip hop. Ouais. Et il y avait 3 bouquins et miracle au milieu de ces bouquins il y avait ton bouquin. Ouais. Et mais en fait on a du mal à trouver du contenu, tu vois, on parlait de la BCDR qui est un contenu un peu quali, intello sur le rap. On a du mal à trouver du contenu comme ça sur le rap. Je pense que on a toujours un peu de retard nous en France. Il y en a eu quand même dans le passé. Moi, quand j'étais ado, il y avait le magazine Radical que je lisais beaucoup, qui était de très bonne qualité. Vraiment. Et tous ces magazines ont disparu d'ailleurs. Absolument. Mais c'est juste pour dire que c'est très gentil que tu parles de la BCDR, mais on n'est pas les seuls à avoir fait ce genre de contenu. Vraiment pas. Aujourd'hui, ça va. Je pense que c'est en train d'arriver. Je pense qu'il y a quelques sites qui sont un peu les enfants de la BCDR. Je pense à Repeat, je pense au Rap en France, je pense au bon son qui à mon avis qui font des trucs cool, et c'est quelque chose, je pense que la BCDR a pu être une inspiration pour eux, même s'ils sont détachés aujourd'hui. Et aujourd'hui il y a un site moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Searle Magazine, qui est vraiment en train de prendre une place, je trouve, assez cruciale dans l'échiquier des médias urbains, parce qu'ils sont pas que rap, ils parlent aussi d'R&B, etc. Et je trouve ça cool. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a une alternative qui est faite. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de livres qui sont faits autour du rap par des gens de notre génération qui ont grandi avec ça, qui sont voilà beaucoup plus compétents et juste qu'on baignait là-dedans. Ça arrive vraiment. Tu vois, il y a mon livre, mais il n'y a pas que le mien. On parle de Searle. Antoine Laurent de Searle va écrire un livre. Là, il a annoncé sur les réseaux. Il y a un livre qui vient de sortir par un mec qui écrit pour Buggin sur une anthologie du rap new-yorkais. Vincent Piolet avait écrit cet excellent livre Regarde ta jeunesse dans les yeux, la même année que moi. Bref, c'est en train d'arriver, je pense. Bah, peut-être que j'aime bien voir le verre à moitié plein, mais je pense qu'il y a vraiment une nouvelle génération aussi qui est en train d'amener ça, et que des médias se créent dans ce sens-là. Parce que je t'entendais aussi dire que le rap, à la différence du foot dont tout le monde parle tout le temps, c'est moins facile d'en parler parce que les gens sont moins finalement habitués à parler de musique comme ça aussi techniquement. Ça c'est clair, c'est que bon, tu vois, la musique ne sera jamais un sujet, peut-être qu'elle le sera un jour, mais en tout cas n'est pas du tout un sujet majeur en France. C'est une réalité. Il y a combien d'émissions musicales en France à la télé? Zéro. Il y a Taratata et c'est du live. Ouais, je crois que on m'a dit que ça existait encore là, mais c'est du live, tu vois. Ouais. Mais tu vois, dès que t'as des gens qui parlent autour de musique, autour d'une table, ça y est, c'est chiant en fait. Tu vois, pour les gens, c'est chiant, c'est trop compliqué. Donc non, on n'a pas cette culture-là. On n'est pas des Anglais, on n'est pas des on n'a pas cette culture-là. C'est la grande phrase. Les Anglais sont capables de faire 1 heure de route juste pour aller choper un CD. Tu vois, on n'a pas cette culture-là. C'est une réalité. On a d'autres qualités en France, hein. Mais à parler de musique, et d'ailleurs tu vois que les gens parlent, même les journalistes musicaux parlent plus de texte que de musique, tu vois, c'est compliqué la musique, donc voilà. Parce on a une culture d'un pays à exactement, texte, c'est ça. Tout à fait. D'ailleurs même dès qu'on fait des analyses un peu poussées sur les rappeurs, en tout cas il y avait eu la Nouvelle Revue Française qui avait fait un truc sur un texte de Booba, Thomas Ravi, il y a longtemps. ouais. Et direct, les médias s'étaient emparés de ça et on avait parlé des textes. Dès qu'on parle des textes, les gens ont envie d'en parler. On parle des textes, mais c'est quelque chose qu'on retrouve même pas que dans le rap, tu vois. C'est-à-dire que Brel, Brassens sont des légendes, mais Gainsbourg, mais tu vois, je sais pas, tous les mecs qui ont fait de la musique, tu vois, les Daft Punk le sont beaucoup moins, pour le coup.
tu vois, où on est sur quelque chose qui est, pour le coup, il y a pas de texte ou très peu, c'est un truc qui est purement musical, et la France a toujours eu beaucoup de mal à donner de l'amour que les Daft Punk méritaient. Il y a bien sûr cette fameuse chronique des Un Rock sortie à l'époque d'Homework qui ressort à chaque fois, qui défonçait le groupe, et même les médias grosso modo ont toujours fait comme si c'était pas un groupe français, alors que c'est une fierté nationale, les Daft Punk, tu vois, donc pas étonnant qu'ils refusent d'aller aux Victoires de la musique, parce que je pense qu'ils ont peut-être plus l'impression d'appartenir à ce paysage musical là. Donc voilà, c'est très parlant, c'est-à-dire que Brel oui, les Daft Punk non, comme s'il y avait un jugement de valeur, tu vois, toujours une hiérarchie à avoir. C'est génial Brel, franchement c'est extraordinaire, mais les Daft Punk aussi. Donc c'est juste ce truc là, donc c'est pas uniquement que le rap, c'est juste que mais ça, est-ce que c'est pas aussi un truc de nostalgique? Et il y a aussi ça dans le rap, on entend beaucoup le rap c'était mieux avant, enfin c'est quelque chose qui est devenu presque un cliché maintenant. Et toi t'en parles dans ton bouquin, même dans le rap ils disent le rap c'était mieux avant, même NTM dans Paris sous les bombes en 96 ou quelque chose comme ça, absolument. 93 dit on sent la nostalgie des époques d'avant où ils allaient à la chapelle sur le terrain vague. Ouais c'est vrai, mais je pense pas que ce soit une question de nostalgie là pour le coup, parce que même tu vois, je m'y connais pas assez, mais je suis sûr qu'il y avait de la musique disco française et cool qui devait être fait dans les années 70. C'est des mecs qui sont pas passés à la postérité, tu vois. Même tu vois, Claude François c'est une blague en vrai aujourd'hui, tu vois. Personne n'en parle comme quelqu'un qui, après bon je suis pas très fan de, tu vois, mais non, mais c'est un truc qu'on met dans les mariages, tu vois. Mais je veux dire, personne n'en parle comme un artiste majeur au même titre que Brel, Brassens, tu vois. C'est pas la même chose, tu vois. Je trouve qu'il y a toujours cette espèce de hiérarchie qui est faite parce que c'était un truc qui était dansant, et voilà. Et tu vois, aux États-Unis, James Brown, c'est dansant, c'est une légende. Michael Jackson, c'était dansant. Et pourtant, les textes de Michael Jackson, c'était vrai, c'est pas là que résidait sa force. Pourtant, il y a pas de problème sur le fait que c'est super influent. Donc, je pense que c'est juste, tu vois, il y a un truc de, tu vois, même dans les interviews, quand t'as un artiste qui parle que de femmes ou de sexe, on va lui dire, mais vous abordez vraiment des sujets légers. C'est un truc qui est très français. C'est pas léger, les femmes. C'est le sujet le plus important de la, tu sais, quand t'es célibataire, tu te lèves le matin. C'est 50% de la vie de tout le monde. Exactement, tu te lèves pour séduire, tu te lèves pour plaire, tu te lèves parce que t'es amoureux. Enfin, en vrai, c'est le truc le plus important, tu vois. Donc, c'est pas léger du tout. Non. C'est moins léger que parler de trucs qui sont. De toute façon, même les chanteurs à texte parlaient de femmes dans 50% de leurs chansons, ou dans tout cas de tristesse liée aux femmes. C'est vrai. Mais tout ça pour dire que ouais, en tout cas, y a toujours ce truc, tu vois, qui est bizarre avec les choses qui sont supposées être futiles de la vie, comme danser et s'amuser, et je sais pas. Ouais, comme s'il fallait forcément faire du rap conscient. Exactement. Ou de la chanson à texte engagée plutôt que, tu vois, un truc qui soit juste marrant, tu vois. Ouais. Et pour parler du rap, justement, donc il y a cette espèce de qu'il y a toujours eu dans le rap c'était mieux avant. Ouais. Mais là, actuellement, bon, moi, j'écoute beaucoup de rap, mais je peux pas dire que je suis un expert, mais j'aperçois une espèce d'énorme boom du rap en ce moment, notamment grâce à tout ce qui est production indépendante, streaming, le fait que les rappeurs ont compris qu'ils pouvaient s'affranchir en fait des maisons de disques, des médias et faire leur truc dans leur coin. Et surtout, ce qu'on voit, c'est aussi une productivité des types qui s'accroît énormément. Ouais. Mais tous, quoi, que ce soit Jul, des mecs, ils sortent des projets tout le temps. Et du coup, il y a une sorte de nouvelle culture de l'instant un peu dans le rap qui t'oblige toi notamment, qui t'oblige à écouter 4 projets par jour. Mais aussi, ce que ça crée aussi, c'est qu'on oublie les gens très très rapidement s'ils ont pas marqué. Et toi, tu disais, je crois, dans une interview, que maintenant il y a une sorte de culture de si t'as pas le disque d'or la première semaine, goodbye, quoi. On pense même plus à toi. C'est un peu ça. C'est compliqué aujourd'hui de, tu vois, avant les rappeurs pouvaient rester 2 ans sans sortir d'album. 2 ans. Aujourd'hui, tu peux faire ça quand t'es suffisamment sage. Tu peux faire ça quand t'es Jay-Z aux États-Unis ou en France. Ouais, voilà, exactement, parce que ils ont même plus besoin de sortir de musique en fait. Mais globalement, ouais, il y a un truc là, et c'est vrai que tu vois, c'est ce qu'on se disait. Je sais plus avec qui, mais on se disait que tu vois que le streaming, c'est comme si ça avait été pensé pour les rappeurs en fait, et pour le public rap surtout, plus que pour les rappeurs, parce que les rappeurs ne font que s'adapter à leur public. Mais c'est-à-dire cette culture effectivement de l'instant, il faut que ça aille vite. T'as sorti un morceau vendredi? Ok, il est bien. C'est quand le prochain? Et c'est ce qui se passe, tu vois. Tu sais qu'il y a un énorme parallèle, je trouve, entre les rappeurs finalement sont vraiment des entrepreneurs mais de plus en plus. Et il y a un gros parallèle avec les startups, je trouve, qui est que les startups aussi sont dans cette culture de produire. Et en fait, t'as un duo. Donc quand il faut faire de la qualité, mais il faut aussi presque avant faire de la quantité. Et si tu veux être une marque, parce que finalement maintenant les rappeurs se perçoivent comme des marques, si tu veux être une marque reconnue qui marche et que les gens n'oublient pas, il faut qu'il y ait ce duo quantité-qualité.
Absolument. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce que les rappeurs Après, est-ce que c'est une bonne chose d'être trop présent? Peut-être pas, hein. Moi, j'ai vraiment pas le temps de tout. Non, mais bien sûr. Et puis même, tu vois, c'est beau aussi les artistes qui savent se faire rares, tu vois. C'est intéressant aussi de pas être tout le temps là. Mais c'est compliqué d'exister en réfléchissant comme ça dans le contexte actuel, tu vois. Même un projet par an, c'est presque pas assez. Et moi, en plus, j'ai un côté old school qui fait que, j'ai grandi à une époque où on sortait encore des albums. Bon, j'ai que 25 ans, mais je me sens. Et donc, j'achetais les albums, il y avait le livret, et tu lisais le livret, et tu les passais sur ta chaîne. Et ça, c'est fini. C'est pas complètement. Ou alors, parce que t'as un album qui sort par-ci par-là, un projet. Non, mais on voit encore que le CD, notamment en France, a encore de l'importance pour le public français. Donc c'est pas. Je pense que c'est un format qui, à mon avis, a évolué, de toute façon perd de la place. Mais on voit quand même que le public français, étonnamment peut-être, est encore intéressé par ce format-là. Même s'ils vont peut-être pas ouvrir le CD, mais une sorte d'acte de soutien dans le rap qui est important. Oui, alors c'est ça, et ça c'est encore un parallèle, je trouve, avec les startups. C'est qu'en fait maintenant, donc pour créer ta marque et pour qu'elle soit reconnue et pour que ça dure, il faut qu'il y ait ce côté personnel, authentique. Et on voit notamment avec des types, t'en parlais, hein, mais des types comme Jul. Moi non plus, j'écoute pas du tout Jul, mais ce type a une connexion avec son public qui est folle. Et en fait, mais Booba aussi, et en gros tous ces gens qui arrivent à créer des marques vachement fortes, ils créent une connexion hyper forte avec leur public. La Crime récemment, on l'a vu. C'est-à-dire qu'en fait, il est sorti de prison, il a dit qu'il ferait un album très rapidement. Franchement, avant même d'avoir l'album, je te jure, on savait tous que ça allait être un carton. Parce qu'on sentait ce qui se passait autour de ça. C'est comme Apple qui dit qu'ils vont sortir un téléphone qui va changer le monde. Tu vois, quand tu voyais le teasing de Steve Jobs, tu vois, en te présentant là, tu savais que ça allait être dingo. Tu vois, et ben la Crime, quand il te dit je sors de prison, papa est de retour, j'ai un album qui arrive, tu sais que ça va, et ça a battu tous les records. Et c'était sûr. L'album, moi, je suis pas un grand fan du disque, même si je le trouve bien foutu, mais l'album, il aurait pu être nul. Ça aurait marché. Parce qu'il y a cette connexion avec l'artiste. Avec le public, avec tout ça, où les gens avaient envie d'entendre la Crime. Ils avaient envie que la Crime prenne la parole. Et c'est ce que tu disais dans une interview, je crois, c'est qu'en fait, si tu veux devenir une vraie star, il faut qu'à un moment tu crées cette connexion perso avec ton public. Absolument. Comme l'a fait la Crime, comme l'a fait Booba, comme l'a fait Jul. Ça n'existe pas, tu vois. Peut-être que je pense que quelqu'un pourra toujours me trouver des contre-exemples, hein. Tu vois, les Daft Punk par exemple, tu vois, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'ils ont cette connexion là? Est-ce qu'il y a une telle connexion? Je suis pas sûr, tu vois. Effectivement, c'est peut-être effectivement mais après ils sont pas des stars. Ils font de la bonne musique, mais tu vois, enfin, ils sont c'est pas des stars. Il y a pas d'identification. Donc au final, ça va, tu vois. Mais oui, c'est à un moment tu dois te livrer, tu dois donner ta personne. C'est compliqué. Hein. Est-ce que t'es prêt? Tu vois, les gens disent c'est génial d'être une star. Je sais pas. Est-ce que t'es prêt à mettre? Il y en a que ça a rendu super malheureux, notamment. Beaucoup. Mais moi je pense. En France, Diams, tu vois, que ça a foutu en l'air. Enfin, tu vois, qui a pas supporté cette célébrité-là, qui était énorme, qui était gigantesque. Et aux États-Unis, qui était vraiment connu pour en lâcher des tonnes sur sa vie perso, c'était Eminem. Bien sûr. Et lui, c'est pareil, il est tombé en dépression, il a fait son overdose. Bien sûr, complètement. Donc c'est compliqué, tu vois. On parlait de Drake il y a pas longtemps avec une amie et j'imagine, c'est-à-dire que tu peux pas, t'as plus de vie en fait, tu vois. C'est compliqué. Mais en même temps, tu vois, Drake, je pense qu'il le sait ça, mais là il combat pour les records là, tu vois, pour tu vois pour rentrer dans l'histoire. J'ai vu que son single One Dance, il y a plus d'1 milliard de streams sur Spotify. C'est-à-dire que quand t'es arrivé à ça, soit tu fais comme Stromae, il a dit bon, là il me faut 5 ans de break, tu vois, ou soit tu vas aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et c'est compliqué, c'est comme un sportif, tu vois, c'est comme quand Michael Jordan, tu vois, il dit j'ai tout gagné, je vais aller faire du baseball. Drake il essaye de faire le Usain Bolt qu'on puisse jamais aller chercher, quoi. C'est un peu ça, tu vois, et voilà, mais c'est effectivement compliqué, mais en tout cas oui, pour moi, si à un moment si tu veux devenir une star, et t'as le droit de pas vouloir être une star, hein, parce que c'est compliqué, mais si tu veux devenir une star, oui, il faut que tu crées une connexion, c'est obligatoire. Donc j'ai acheté, on parlait de ton bouquin, donc Rap français, une exploration en 100 albums, qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Exactement, en 2015. Il y a 2 ans, ce mois-ci d'ailleurs, c'était en avril. Bon anniversaire. Et qui revient sur toute l'histoire du rap français, donc il y a une trentaine d'années, des albums qui vont des années 80 jusqu'à 2013. Je crois que le dernier c'est Caris, Hors Noir. À l'époque, ouais, tout à fait. Et est-ce que c'est un exercice que t'as aimé d'écrire un bouquin? Est-ce que c'est quelque chose que t'as envie de refaire ou est-ce qu'il y a déjà des projets en cours là? Alors oui, j'ai aimé, c'était cool parce que finalement c'était, hormis l'intro qui est
T'as fait une belle intro, une belle disserte. Ouais, qui était finalement un long article, tu vois, mais le reste c'est des chroniques d'albums, donc c'est quand même des choses que j'avais déjà faites avant. Enfin, l'exercice je le connaissais, donc c'était une sorte de premier bouquin un petit peu en douceur. J'ai pas écrit un essai, j'ai pas écrit un roman, où là vraiment, un essai pourquoi pas, un roman, ça me semble complètement hors de. C'est pas non plus ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui. C'est quand même une tâche qui me semble un peu plus ardue. Voilà, donc oui, ça m'a plu. J'ai pas forcément envie d'en refaire. En tout cas, il y a pas de projet. Et l'éditeur m'a proposé, m'a dit est-ce que t'as autre chose. Et ils avaient bien envie de faire quelque chose. Vraiment, là, j'ai pas le temps, et deux, j'ai pas d'idée surtout. Et pour être aussi honnête, t'es entrepreneur, tu vois, on parle de stratégie. Moi, quand je me suis mis à mon compte en 1er janvier 2014, je me suis aussi dit quelque chose. Je me suis dit tu vois, un peu comme tu vois, j'avais deux exemples de gens des gens de choses très actuelles. Je m'identifie toujours beaucoup au rap, hein. Je t'ai dit, ma vie c'est le rap. Et donc j'avais un exemple français, un exemple américain. L'exemple français c'était Niro, et l'exemple américain c'était Lil Wayne. En fait, c'est des gens qui à un moment ont dit enfin, surtout Niro s'est dit maintenant, moi je veux que le rap ce soit mon métier, donc je vais être omniprésent. Et donc je vais être partout. Et donc il a rappé avec tout le rap français possible. Il a sorti la blinde de projets. Et maintenant il peut se faire beaucoup plus rare. Lil Wayne c'était exactement pareil. Où il a rappé jusqu'avec Enrique Iglesias. Tu vois. Donc il a été omniprésent, et jusqu'au point que les gens se disent bon, il est incontournable. Et moi c'est aussi à mon modeste niveau, bien sûr, sans prétention, mais ce que je partais de zéro. Tu vois, les gens me connaissaient pas, et je voulais aussi être quelqu'un qu'on reconnaisse pour ses quelques qualités, et qu'on identifie comme un journaliste, tu vois, rap français. Et donc le livre, c'était aussi, quand on est venu me voir, je me suis dit déjà c'est charmé, c'est cool, tu vois, de pouvoir écrire un livre. Et en plus dans cette espèce de mini stratégie qu'on n'était pas une, mais d'être productif et de faire des choses, c'est important, tu vois, c'est une sorte d'acte un peu de fort. De construire aussi ta marque à toi aussi. Modestement, j'ai jamais réfléchi comme ça, mais quelque part, je pense que dans la tête des gens, ça devient aussi Mehdi qui a écrit un livre, et pas juste Mehdi de la Mercenaire, tu vois, ou pas juste Mehdi de No Fun ou d'Ocalm. Donc du coup, ça te permet aussi de prendre de l'ampleur, et tu le vois, tu vois, quand moi, il y a des médias qui m'ont ouvert la porte pour des interviews que j'aurais jamais imaginé, tu vois, quand je vais sur France Inter, tu vois, pour parler de mon bouquin, c'est parce que j'ai fait un bouquin. D'ailleurs, c'était même pas pour parler de mon bouquin, c'était pour parler de rap, mais ils m'ont appelé parce que j'avais fait un bouquin. Quand des chaînes comme M6 ou BFM viennent me voir, c'est parce que tu vois, donc c'est un truc qui te crédibilise. Maintenant, ils vont pouvoir citer ton bouquin dans les émissions, etc. Ouais, c'est un truc qui te crédibilise en fait pour plein de gens, parce que pour eux et pour ces médias-là qui sont un peu qui fonctionnent pas forcément comme nous, et qui connaissent pas Internet, tu vois. Et ça c'est parlant. C'est comme, tu sais, quand t'as Enjoy Phoenix qui va chez Ruquier, et les mecs lui parlent comme si elle pesait rien, alors qu'elle est plus connue que tous. Et qu'elle est mieux payée que les chroniqueurs, tu vois. Mais ils lui parlent comme si et c'est pareil, c'est-à-dire que eux, en fait, tu peux avoir fait les meilleures émissions du monde sur Internet, ça n'existe pas pour eux. Par contre, un bouquin, il peut être nul, c'est un bouquin. Donc tu vois, c'est des trucs qui sont forts, et donc je le savais aussi, ça. Ok. Et il y a un truc que je t'ai entendu dire au sujet du bouquin qui est vachement intéressant, je trouve, c'est qu'en fait ça a un peu rentabilisé toutes les heures que t'as passées à écouter du son. Depuis que t'es tout petit. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, ça rejoint ce qu'on disait au début, qu'en fait, tu fais des choses par intérêt, tu cultives tes intérêts assez naïfs, mais qu'il y a un moment où ça peut finir par te servir, ou ça finit par te servir. Complètement. Ouais, moi, tu sais, ça m'a rappelé un entretien. En fait, j'avais dit ça en pensant à un entretien que j'avais passé pour une école de commerce, où on me demandait. Oui, parce que il y a quelqu'un mon père va sûrement arriver après, c'est pour ça que je me disais lui. Et on me demandait c'est quoi tes hobbies, et à l'époque je dis ouais, j'aime bien le foot et j'aime bien écouter de la musique. Il me dit vous en faites pas de la musique, vous jouez pas d'un instrument? Non, j'achète des CD, je les écoute et c'est cool pour moi, et je prends le livret, tu vois, comme ce que tu disais avant, et parfois je peux rester 1 heure comme ça et ça me va en fait. Il me disait ah ouais, en gros ils ont pris ça comme un truc genre truc de glandeur qui fait rien de sa vie, tu vois. Et j'ai passé les mêmes entretiens. Ouais, tu vois, on me dit mais c'est cool en fait, juste de se poser, de se détendre, et tu vois, c'est comme regarder un film, tu vois. Si je lui avais dit moi mon but, enfin ma passion c'est de regarder plein de films, on m'aurait rien dit, tu vois. Si je lui ai dit oui, je connais par cœur l'œuvre de De Palma, il m'aurait dit ah oui, là je connais par cœur je sais pas, l'œuvre de surtout si tu leur as dit que t'écoutais du rap, ils ont... ouais, exactement, il y a un truc comme ça, enfin ah ouais, en fait t'écoutes du, enfin tu vois, il y a vraiment ce truc là et je l'avais un peu mal vécu à l'époque, et du coup ouais, quand tu sors ce livre là en fait,
tout ce que t'as écouté, du coup ça s'écrit déjà plus rapidement, même si je les ai réécoutés les disques, hein, je les ai tous réécoutés, etc. Mais tu vois, t'as déjà des trucs en tête, t'as déjà plein de clés d'entrée en fait qui sont là. Puis il y a un contexte que t'es le seul finalement à pouvoir donner, puisque tu t'es fait ces albums pendant toute ta jeunesse. Exactement. Donc du coup, voilà, et c'est effectivement, je me suis dit ouais, tout ça, c'est finalement, c'est ce que tu dis, c'est que quand tu fais des choses qui te plaisent, déjà ça te plaît, donc ça sert pas à rien, et ça peut toujours, c'est comme des rencontres, tu vois, c'est comme, à un moment ça va toujours te servir. C'est comme moi, tu vois, les gens me disent mais en fait les boulots que t'as fait avant ça te sert à rien. Si, bien sûr que si, ça me sert. Ça me sert dans plein de choses parce que ça, t'es dans un boulot, ça t'apprend exactement une rigueur, une professionnelle, tu rencontres des gens, la hiérarchie, tout ça en fait, tu vois. Donc tout ce que tu vis en fait, même quand ça t'a pas plu. Tant que t'as pas vécu une expérience horrible, bien sûr, parce qu'il y a des choses parfois que tu préfères éviter. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours des choses dont tu peux apprendre à chaque fois. Et sur le fait, donc, t'as fait le bouquin, on va entrer dans les dernières questions. Hein, mais ouais, pas de souci. T'es en train de devenir, à ton échelle, petit à petit, une personnalité publique, en tout cas dans le monde du rap. On commence à savoir qui t'es, tu reçois des messages avec avec des démos. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, qui te déplaît, que les gens commencent à te reconnaître ou à... C'est pas très c'est quand même, à mon niveau, c'est quand même pas très envahissant. J'ai pas des gens en bas de mon immeuble qui veulent des autographes, tu vois. On n'est pas là. Ce qui est cool, c'est que c'est toujours très bienveillant en fait. Tu vois, c'est que effectivement quand on me reconnaît dans le métro, comme c'est arrivé hier, ou dans des soirées, un truc comme ça, c'est toujours des gens à chaque fois. Alors, j'imagine sûrement des gens qui aiment pas ce que je fais et qui m'ont peut-être déjà vu mais ils viennent pas me voir en fait. Mais à chaque fois c'est des gens qui viennent et qui nous témoignent beaucoup d'amour et de force, et du coup c'est toujours super étonnant et gratifiant en même temps, parce que tu sais, nous on est là, on parle de rap quoi. Tu vois, on parle de rap entre nous, et de savoir que des gens se réveillent avec nos émissions, s'endorment avec nos émissions. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui était en Thaïlande qui a posté une photo de sa canette de coca devant la mer et qui a dit je suis en train d'écouter No Fun. C'est génial, tu vois, pour juste des passionnés comme nous, de savoir que tu vois que quand Binge Audio, la prod qui produit No Fun, a fait un crowdfunding, que des gens ont donné de l'argent pour nous, c'est assez incroyable quand même, tu vois. Donc voilà, à chaque fois que c'est des gens comme ça, des gens qui m'envoient des messages pour me dire ça arrive fréquemment, qui me disent c'est cool ce que vous faites, franchement c'est des choses, enfin c'est dur de trouver ça relou. Je sais pas, parce que c'est quand même agréable, et surtout tu dis bon, en fait il y a des gens qui nous écoutent, tu vois. Moi t'es là, je sais pas, tu vois. Tu dis, de toute façon, on fait ça entre nous et personne ne va nous écouter. Et en fait, il y a des gens qui prennent le truc, des gens qui, maintenant, l'émission d'ABCDR n'existe plus, celle qu'on avait sur Dailymotion, notamment avec Yerim. Et il y a des gens qui m'en parlent fréquemment et qui me disent, ça manque, ou c'était bien, si c'était bien ça. Celle qui était en vidéo, c'est ça? Exactement. Où il y avait eu Rof qui était passé. Voilà, exactement, Rof, Al Capote, tout ça. Et donc, ça veut dire que, c'est cool. Après, le côté public aujourd'hui est vraiment, n'est pas assez important pour que ce soit dérangeant. Même si je pense que déjà à ce modeste niveau, il y a des gens qui n'aimeraient pas ça. Moi, c'est pas comme c'est cool et que ça se passe bien à chaque fois. Il y a pas de problème quoi. Si tu devais offrir un album de rap à ma grand-mère pour lui faire découvrir le rap, tu lui offrirais quel album? Elle est cool ou pas ta grand-mère? Ouais, elle est cool. Mettez Matt d'Akhenaton. Le premier album solo d'Akhenaton. Et si tu devais offrir un CD justement à un ado pour lui faire découvrir le rap à l'ancienne? C'est une bonne question. Alors 95-200 du Ministère Amer. Parce que musicalement, ça, au niveau des prods, ça a pas toujours archi bien vie. Enfin, même s'il y a des prods qui étaient géniales, mais disons que le rap a évolué depuis. Mais il comprendrait que il y avait des rappeurs bien plus hardcore que ceux de maintenant il y a 20 piges, et ça lui donnerait, je pense, une bonne image de ce qu'était le rap de rue dans les années 90, avec tout ce que ça racontait, etc. Donc ouais, comme maintenant effectivement le rap, il y a des rappeurs qui sont très vulgaires, très hardcore, etc., qui parfois le font bien, parfois le font très mal. Mais là on avait un groupe qui était peut-être le premier groupe qui allait aussi loin à l'époque, donc voilà, je leur ferai cet album là avec en prime le morceau Sacrifice de poulet sur la BO de la haine. Donc ce serait Ministère Amer. Question entretien Facebook. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur? Si j'avais pas peur, c'est compliqué ça. C'est pas facile. Hein. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Je ferais un album de rap.
Tu ressortirais tes bangers de... Non, j'en ferai un maintenant. Un Mais nouveau je suis beaucoup trop terrorisé pour ça. Ne serait-ce même pour prendre le micro tout seul, tu vois. Mais je ferai un album de rap, je me ferai kiffer, tu vois. Je suis comme Tony Parker, tu vois. Donc, Tony Parker, son album de rap a été nul, mais j'ai beaucoup de respect Au moins, pour il le s'est fait- projet parce que c'est un vrai amoureux de ce truc-là. Il l'a fait pour le kiff, tu vois. Je pense. D'ailleurs, il Mais en a attends, pas il fait avait depuis. un feat avec Booba, non? Avec Booba et Fabulous, non? Comment ça s'appelle? Welcome, Texas, bienvenue quelque dans le chose Texas, Ouais, bienvenue dans le Welcome. Texas. Et c'était Fabulous qui rappait avec eux si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Donc il y avait cette rime légendaire de Tony P qui s'appelait On veut manger des steaks grands comme la Croatie, rime qui avait été écrite par Eloquence, rappeur que j'adore et qui était parti à l'époque là-bas et qui avait écrit pour Tony Parker. Pas mal de textes sur l'album. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à Mehdi à 21 ans qui va bosser en audit? Je dirais vas-y, accroche-toi, ce sera plus cool dans 10 ans. Ta vie elle sera plus cool dans 10 ans. Et fais tout ce que t'as à faire, fais-le comme ça, je changerai rien. Parce que je pense que tu vois, une rencontre en amenant une autre, etc. Et qu'en fait, tu vois, c'est voilà, je changerai rien, mais je dirais vas-y, ça vaut le coup. Voilà. Bah merci beaucoup Mehdi. Merci à toi, c'est un plaisir. Où vont les gens pour te trouver et pour trouver ton travail? Bah ouais, plus mon travail, soundcloud.com /nofunshow, /nofunshow, qui est le podcast hebdomadaire que j'anime et qui est, je vais être honnête, le projet sur lequel je m'amuse le plus. On est vraiment avec Raphaël Dacruz, Nicolas Pellion et Aurélien Chapuis. Et c'est un podcast, on est assez fiers, on est content de la tournure que ça prend. Tous les soirs sur l'appli OKLM Radio, la sauce. Et bon, sur Deezer, voilà, il y a des choses qui arrivent bientôt, donc j'en reparlerai à ce moment-là. Et sur Twitter, si on veut parler, @MEHDI Mehdi Mouse. Merci beaucoup Mehdi. Merci à toi. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes et références liées à cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça fait plaisir. Nouvelle École revient la semaine prochaine. À lundi.